Je sais pas si t'aimes les Audi, toi, de ton bord, là. Oui, les récentes, je les aime bien. Je veux dire, je les trouve belles, mais moi, je trouve beaucoup qui se ressemblent toutes. J'ai l'impression que c'est quasiment toute la même voiture. Là, sauf OK, que... on coupe. J'ai l'impression vraiment qu'ils... Ben moi, je pourrais pas faire la différence. Ça. Bon après-midi, Alexis. Bon après-midi, Francis. Merci. C'est la première fois qu'on tourne l'après-midi. C'était peut-être pas la meilleure idée. Après avoir mangé du Subway, je me sens un petit peu fatigué. Félix rit de moi en background à la régie. Donc aujourd'hui, on va avoir un sujet assez léger, je pense. Intéressant. On est en début de printemps. Au moment où le podcast va sortir, on va être encore en début de printemps. On ne sera pas rendu à l'été. Donc, on va discuter un peu de... bon, c'est clair que là, je fais un petit disclaimer en début de podcast que la majorité des véhicules desquels on va parler aujourd'hui, puis qu'on va échanger, moi et Alexis, ne sont peut-être pas tous des véhicules compatibles avec nos roues RTX Wheels. Par contre, la grande majorité, comme on sait depuis le début qu'on en parle dans tous nos podcasts, on couvre habituellement, approximativement, plus de 90% du marché. Donc, juste faire la recherche, comme on vous dit à chaque podcast, rtxwheels.com pour trouver vos roues de rêve. Oui. Puis on s'est pas dit les voitures d'avance. Donc non, c'est un bon point. Ça va être une surprise. Le sujet aujourd'hui qu'on n'a pas mentionné encore pour faire une petite transition avec les roues de rêve, on va parler de nos voitures de rêve. On a fait, pas nécessairement un top 5, mais on a pris 5 de nos voitures préférées de tous les temps. 5 de mes voitures, 5 de tes voitures, Alexis. Et comme Alexis vient de le mentionner, on ne s'est pas parlé du tout sur nos choix. Ça se peut qu'on ait des pareils, ça se peut qu'on n'ait pas de pareils non plus. Puis on va juste discuter un peu de ça. Comme on disait, c'est un petit sujet léger pour commencer le printemps. Il commence à faire beau, on lave nos chars, on change nos roues d'été, nos roues d'hiver à nos roues d'été. Donc, allons-y. Je te laisse débuter avec ton numéro 5. OK. Ben, ils sont pas classés, en ordre, là, ouais, mais ça, c'est quand même, je vais en parler. Puis, moi, je tiens à préciser que moi, ça va paraître dans mes choix, mais moi, j'aime beaucoup les voitures japonaises. Hein. OK. Donc, ça va... On va le voir. On va le voir. J'en ai aucune, je crois. Non? Ben, tu sais, j'haïs pas les voitures européennes et tout. C'est juste que ça m'a jamais attiré. Hein. Allons-y. La première, ce serait la Nissan R32. Je sais pas si on a une image. Oui, donc la R32 qui est un vieux modèle, un classique là, des voitures japonaises. Elle a été produite pendant 5 ans, de 89 à 94. Puis ça, c'est la 3e génération là, des Nissan. Beaucoup reconnu parce que le modèle GT-R, on en a déjà parlé un peu dans les autres podcasts, là, mais dans le fond, le modèle GT-R, c'est les 4 roues motrices de ces véhicules-là, donc la R30, 31, 32, 33. Donc, c'est ça qui a vraiment fait son nom à cette voiture-là. Elle se faisait aussi appeler Godzilla à cause de ses performances. Elle était comme super bonne en course. C'est aussi un clin d'œil à la culture japonaise. Oui, évidemment. C'est une voiture qui a seulement été vendue au Japon aussi, puis un tout petit peu en Australie. Donc, c'est que des volants à droite, ces voitures-là. Il n'y en existe pas. Exact. Puis jusqu'à tout récemment, en fait, je ne sais pas c'est quoi les années exactes ou les dates, mais jusqu'à tout récemment, les R32 n'étaient pas admises au Canada en importation. Ouais. Je pense que ça fait pas tant longtemps que ça. Ça dépend le nombre d'années, là, je pense. C'est 25 ans. C'est 25 ans pour importer une voiture à volant à droite. Là. Exact. Au Québec, ailleurs. C'est ça. Pour au Canada, au Québec, tu as raison, exact. Ouais. Puis là, on a quand même été, je ne vais pas dire chanceux, là, mais l'Amérique du Nord s'est rattrapée un peu en sortant la R35 il y a quelques années déjà pour qu'on puisse vraiment avoir un modèle plus américain de la fameuse GT-R qu'on parle. Ouais. Mais le modèle que tu présentes là, la R32, il n'est pas dans mes choix. Il aurait pu l'être parce que c'est vraiment un classique. C'est une berline, entre guillemets. Là. C'est comme un char sport, mais une berline avec des lignes vraiment uniques. Il n'y a pas grand véhicule, je crois, avec ce genre de puissance-là et d'agrément de conduite dans ce style-là. Parce que c'est pas tant un char sport à proprement dit au niveau du look, là, je parle. Là. Mais ouais, bon choix, c'est vrai. Je l'ai pas mis, mais bon choix. Ouais, puis comme je vous ai comparé à plusieurs gens pensent qu'il y a seulement des GT-R, là, c'est pas vrai. En fait, les GT-R, il y en avait environ 40 000 sur les 300 000 R32 qui ont été faites. Il y a aussi des modèles 4 portes qu'on voit vraiment pas beaucoup. C'est vrai. Les modèles GTST qui sont le modèle à propulsion. Là, fait qu'il n'y a pas que des GT-R dans les R32. Là. Parfait. Puis, non, là, je m'en allais embarquer sur d'autres choses au niveau de la motorisation, mais je me trompais complètement avec la Supra. Je vais quand même faire la parenthèse. C'est pas dans mes choix non plus, mais la Supra, on parlait, on n'a pas parlé, mais la Supra, ça aurait pu être un bon choix aussi. Peut-être que tu l'as dans tes véhicules, non. J'imagine que oui. Non? OK, non, parfait. Même pas. Bon, un petit spoiler ici. Mais dans les véhicules de ce type-là, avec ce genre de motorisation-là, très intéressante au niveau de la performance, la Supra, si je ne me trompe pas, avait un 2JZ
à l'intérieur de la Supra, mettons 93, là, dans ces années-là. Et le même moteur se retrouve dans la Lexus, si je ne me trompe pas, SC300. Quelque chose de genre, on pourrait vérifier comme il faut en régie. Là. Ouais. Pas tout de suite, tu vérifieras au montage, Félix. Mais c'est juste pour dire qu'à quel point que ce type de véhicule-là, sport, hyper connu, hyper cher, on peut trouver le même genre de type un peu d'agrément de conduite avec le même type de moteur qui vient d'origine dans un modèle un peu moins populaire. Ouais. On le confirmera, au pire, on regardera si on peut l'ajouter après. Là, je suis pas mal certain que Merci, Félix. c'est bon. OK, moi, je m'en vais dans un tout autre ordre d'idées. Je m'en vais avec quelque chose d'un petit peu plus vieux. J'y vais avec un classique de jeunesse de Grand Theft Auto. Donc, la Chevrolet El Camino SS69. Oh, San Andreas. Exactement. San Andreas, exactement. C'est pas mal dans mon temps, là, à l'âge que j'ai. Et ça m'a toujours impressionné. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est San Andreas, ça date, là. On s'entend, c'est pas d'hier. C'est vraiment un modèle, en fait. Mais on débuté la production en 59. Le modèle qu'on voit à l'écran là, c'est le 69. Moi, ce qui me fascinait avec ce véhicule-là, c'est que si on regarde le devant, c'est 100% un vieux muscle car américain que j'aime, mais que je ne suis pas 100% fan non plus des muscle cars. J'aime beaucoup plus, mettons, des véhicules un peu plus européens, un peu plus sport, supercar, des trucs comme ça. Mais celui-là m'a toujours fasciné à cause de sa fameuse boîte de pick-up. C'est vraiment un 2 portes avec la boîte de pick-up. Ok, ouais, je sais. Un El Camino, c'est vraiment 2 portes avec la boîte de pick-up. Là, c'est pas le meilleur exemple que tu as trouvé. Si Félix peut peut-être checker une El Camino vue de derrière noir, mettons. J'aurais dû t'envoyer des images avant que tu fasses des recherches. Mais, ouais, on le voit un peu plus, là, exact. Fait que c'est vraiment le classique. Ouais, mettons, lui ici, ouais, là. Ouais, ou là aussi, on le voit, là. Fait que c'est vraiment... ouais, celle-là. C'est vraiment un 2 portes muscle car avec une boîte de pick-up. Fait que moi, ça me fait capoter. Puis il y avait des bonnes motorisations dans le temps. Ben, pour les années, ça a commencé avec une motorisation, dans le fond, de 200... Ben, en fait, commencer les options de moteur. Là. Je pense qu'il y en avait 9. De 230 pouces cubiques de moteur avec 140 chevaux. Un 6 cylindres. Ou tu avais en option jusqu'au plus puissant de 396 pouces cubiques à 375 forces avec un V8 qui était l'option. Okay. Fait que celui-là, le SS, en fait, c'est naturellement le V8 à 375 forces de 396 cubiques. En tout cas, je le dis, c'est cubic. C'est cubic inch en anglais. Je n'ai pas le mot terme exactement en français. Mais en tout cas, moi, dans San Andreas ou dans tous les jours, si un jour je suis en mesure de monter ce genre de véhicule-là, je triperais bien raide. J'adore la combinaison entre le pick-up et le muscle car américain pur et dur. Il me fait beaucoup penser au SSR. Qui, d'après moi, ouais. Ben, tu rajoutes une lettre, c'est... Ouais, j'aime moins le SSR. Ouais, non, c'est ça. Prends-le vraiment beaucoup moins le SSR, mais j'aime les lignes du El Camino. Et en fait, c'est le seul vieux véhicule de ce type-là que j'ai mis dans ma liste. Mais si j'avais pu mettre un autre véhicule ou en rajouter davantage, mon autre choix aurait été un Monte Carlo dans les mêmes années. J'ai trouvé magnifique aussi. Je trouve que c'est un beau classique. Puis naturellement, ben, dans le noir comme ça se démode pas. Yeah. Respectable. OK, parfait. Donc, moi, ma deuxième voiture, on reste dans la même thématique. Là. Moi, je porte beaucoup plus d'importance au look d'une voiture que sa performance. Fait que... J'ai hâte de voir ça. Ben, c'est une RX-7 FD. Donc, le modèle FD là, qui est de la 4e génération, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Elle a été vendue aux États-Unis de 93 à 95, puis, et au Canada aussi. Puis, donc, il y a des volants à gauche de cette voiture-là. Et au Japon de 93 à 2002, qui est un autre super classique des voitures japonaises. Il y a quand même des chances que je puisse l'avoir peut-être un jour. 65 000 exemplaires, là, c'est pas quelque chose qui a quasiment jamais existé. Là. Non, exact. Si je me souviens bien, ça va faire comme 17 000 peut-être aux États-Unis. Le prix exact, ça va dépendre probablement de la condition et d'année. Comme là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un RX-7 complètement modifié. Là. C'est aucunement un RX-7 d'origine. Elle a une couleur de R34, là, les Midnight Purple. Là. Ouais, ben il n'y a pas grand-chose d'origine sur cet RX-7-là. Là. Ouais. Notre gars en régie prend des véhicules montés. Mais anyway, on voit quand même les lignes de l'RX-7. Particularité des RX-7, c'est des moteurs rotatifs. Ouais. D'où le RX-7. Je suis d'accord avec toi que c'est le plus beau modèle. Dans le temps, j'ai bien aimé les RX-8. Mais la problématique qu'il y avait avec les RX-8, c'est que, c'est pas aussi beau qu'un RX-7 là, visuellement. Mais c'est surtout aussi qu'à 100 000 kg, tu n'avais pratiquement pas le choix de changer le moteur. Ouais, c'est malheureusement pour avoir pas fiable. vécu l'expérience, pas moi-même directement, avec des amis proches qui avaient des RX-8, tu vas te trouver à avoir un RX-8 pratiquement récente, là, je parle, mettons 4-5 ans en arrière. Puis
payais ça 15 000 parce qu'elle avait 70, 75, 80 000 kilos, puis que tu sais que dans 10, 15 000 la mort, kilos, exactement, Ouais. si t'abrasses un peu, les moteurs, c'est pas les moteurs les plus fiables, mais c'est un agrément de conduite qui est vraiment différent qu'un moteur dit standard, là, pas rotatif. C'est très cool. Puis je sais pas si tu connais un peu, mais il y a la RX3 aussi, dans les années 70. Et j'ai vu un modèle des 1973, la RX3, qui est très, très, très rare, qui appartient justement à un collègue qui travaille ici avec nous. Puis ça, c'est pas aussi facile à trouver et abordable que, mettons, un RX-7 de ces années-là. Mais le 73, le modèle est aussi beau et garde quand même les lignes sportives que la RX-7 présente actuellement. Mais j'ai pas. Ça a l'air stupide un peu comme question, puis peut-être que tu n'auras pas de réponse, puis on va juste passer à autre chose, puis on va faire comme si on n'a rien dit. Mais j'ai jamais compris qu'en 1970, mettons, le modèle que je te parle, c'est 73, c'est la RX3. Puis là, moi, je connais juste la RX7 puis la RX8. Qu'est-ce qui s'est passé au RX4, 5, 6? Est-ce qu'ils ont juste pas existé? Est-ce qu'ils ont existé puis que je suis complètement pas cultivé au niveau de Mazda? Je pense pas qu'ils ont existé parce que avant la FD, c'était la FC. Ouais. Donc, qu'il y a eu un autre modèle qui s'appelait RX7, à moins qu'il ait enchaîné les modèles 4, 5, 6, un an chacun. Il me semble qu'il n'y a pas assez de temps pour que Il devrait avoir probablement les générations. Probablement une signification ouais. autre. Le numéro que juste les années des véhicules. Mais bon. OK, j'embarque avec mon prochain. Mon prochain, en fait, c'est le plus abordable, je crois. Ben, mis à part la El Camino, c'est dépendant des conditions. Là. Ouais. C'est le plus abordable de ma liste. Et c'est assez récent. On parle de la Audi RS7. C'est un véhicule pour actuellement être propriétaire de Audi. Je suis rendu un fanboy qu'on appelle de Audi. J'adore le Quattro et la conduite de ces véhicules-là. L'RS7 n'est pas dans mon budget. Prix de base de 115 000 $. Peut aller bien plus haut que ça avec toutes les options possibles. C'est un 4 litres un V8 de 4 litres. 591 HP avec 590 livres de torque. Donc, on parle du 600-600. Okay. 600 livres de torque puis 600 HP environ. C'est pas mal. On parle de base. Toujours moyen d'améliorer ces performances-là encore. Un 0-100 en 3 secondes. Et un top speed, dans le fond, d'à peu près 305 km/h pour la version la plus équipée. C'est ma plus abordable de la liste, mais c'est quand même, moi je trouve que c'est un modèle à la fine pointe de la technologie. Puis ce que j'aime bien avec la RS7, c'est que là on voit le modèle là avec justement le 4 portes. C'est que ça reste quand même un char qu'on peut avoir quand même beaucoup d'espace puis être bien. Puis tu as toute la technologie d'aujourd'hui. Il est pratique. Il est pratique, exact. Ouais. Si tu peux aller faire l'épicerie avec un RS7, c'est correct. Puis c'est énormément populaire. Non, mais c'est vrai. Puis c'est énormément populaire aujourd'hui, en fait, pour la classe, mettons, plus en moyen. Ouais. Ce type de véhicule-là. J'ai vu énormément de joueurs de hockey rouler avec des Audi RS7. Puis pour en avoir conduite une à quelques reprises, c'est tout un charme. Je sais pas si t'aimes les Audi, toi, de ton bord, là. Oui, les récentes, je les aime bien. Je les trouve belles, mais moi, je trouve beaucoup qui se ressemblent toutes. J'ai l'impression que c'est quasiment toute la même voiture. Là, sauf OK, on coupe. J'ai l'impression vraiment Ben moi, je pourrais pas faire la différence. Je pourrais te nommer comme 6 modèles de Audi. Fait que toi, mettons, avec un A3 de base, même pas Quattro, tu ferais pas la différence entre ça puis un RS7 ou un SQ8 qui n'existe pas encore, là, mais... Ouais. OK. Non, je pourrais pas te nommer une différence. C'est bon, passe à ton prochain véhicule. C'est tout, c'est tout ce que je connais, moi, en Audi. OK. Mais très... Oh, ouais. On a eu un commentaire ici. Mais c'est pas ces voitures-là qu'on voit beaucoup en Nardo Grey, me semble? Ouais, exact. Ouais. Okay, ouais. Ben, en fait, Audi a vraiment frappé fort. C'est un bon point. Là. Vraiment, moi, j'ai été déçu parce que je l'avais pris noir puis j'avais pas vraiment d'option quand je suis allé le chercher. Mais le Nardo Grey sort beaucoup en ce moment, surtout sur les S5. Parce qu'on s'entend que le A5, là, A5, S5, le A7, S7, RS7, c'est un autre gamme. Là. Parce que Audi, tu pars classique, tu as le A3, après ça, tu as le A4, A5, A7, A8, je pense qu'il existe encore aussi. Tu as les camions, en fait, les VUS, ouais. là, Q3, Q5, Q7, Q8, la R8, mais tu as toutes les versions plus sportives. Fait que, mettons l'exemple, ça ici, tu as le A7, tu as la S7, puis tu as la RS7, puis je pense que tu as le... Là, je me rappelle pas, mais à un moment donné, il y avait des années aussi que c'était. T'avais le. Ah non, ça, c'est dans les VUS. J'ai rien dit. Fait que c'est vraiment A7, S7, RS7, mais c'est 3 gammes complètement de véhicules différentes. Là. Okay. Un peu le même principe, tu sais, mettons, le A4, ben, tu l'as en version S4, tu peux l'avoir en version RS4, tout dépendant des années.
c'est 3 steps différents de type de véhicule. La motorisation change beaucoup et le look and feel à l'intérieur et toutes les options de suspension, de frein et visuel au niveau des bumpers, des jupes de côté, tout est vraiment différent. C'est compliqué. Ouais. J'ai absolument rien compris. Là. Oui, non, mais en fait, ça reste simple. Audi a resté simple dans ses noms de véhicules, de rester simple dans ses options. Puis même si tu dis qu'ils sont tous pareils, ils sont tous magnifiques. OK, bon, on peut dire ça comme ça. Prochain. Donc, on enchaîne. Troisième, un autre super classique, mais bon, c'est le dernier de mes 5, la NSX, première génération. Important de spécifier que c'est avec les pop-up headlights. Oui. Sinon, c'est pas une NSX. Là. Exact. Pas de pop-up headlight, pas de NSX. Voiture produite pendant 15 ans, de 90 à 2005, avec presque 19 000 exemplaires, donc assez rare. Ça a été une Acura ici en Amérique du Nord, là, États et US, mais ailleurs et Brésil. Oh non, Hong Kong. C'est Hong Kong aussi que c'est Acura. Pour le reste du monde, c'était une Honda NSX. C'était une voiture qui avait été faite pour compétitionner avec Porsche et Ferrari, mais qui a l'air, je veux dire, ça a complètement l'air d'une Ferrari. Là, on dirait vraiment une 100% de Ferrari, là, ouais, exact. Puis les pop-up lights, dans le fond, parce que vu que tu as un peu dénigré Audi, je pourrais dire que la Acura NSX ressemble aussi à une Miata dans le temps, avec les pop-up lights. C'est un peu le même principe. Je pense qu'on est dans le même combat, le même type de véhicule. Ok, je vois ça. Ça fait non, mal, j'aime, mais... je niaise, là, mais non, j'adore ça. Puis c'est vrai qu'elle a vraiment un look de Ferrari, dont une des Ferrari qui va probablement être dans ma liste. Ok. Une F40? Non. Non, ok. Elle a été dessinée par Ken Okuyama, qui a aussi dessiné la Ferrari Enzo. Donc, on voit de où ça vient. De où ça vient, oui. Ouais. Puis, moi, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était dans les films de Fast and Furious, là, Rapide et Dangereux. Je sais pas. Je l'ai juste toujours aimé. C'est un gros classique. Là. Puis pour avoir été comme tu disais tantôt, tu étais un fan des véhicules japonais. J'étais un fan aussi. J'en ai possédé plusieurs. Puis c'était dans mes tops, dans mes choix. Mes goûts ont changé un petit peu à travers les années, mais ça reste quand même un gros classique. Là. C'est un super véhicule. Moi, je vais dans un peu plus. La prochaine, je vais un peu plus de luxe. J'y vais avec un classique de James Bond. J'y vais avec la Aston Martin DBS. Oh, notre régisseur a de la difficulté à la trouver. Oh, ok. Oui, je sais. Fait que la Aston Martin DBS qui a été vue dans Casino Royale, mais a été vue dans probablement plein d'autres films, et dans Quantum of Solace, un autre film de James Bond. Je trouve, honnêtement, pour moi, celle-là et la Aston Martin DBS, mais la Super Leggera 2021, qui est comme la version au stéroïde, mettons, de la DBS. Moi, Aston Martin, je trouve ça... N'importe quel Aston Martin, en fait, j'aurais pu toutes les nommer. Là. Je trouve que c'est tout des véhicules avec une grande classe. Je trouve que c'est comme c'est des supercars, mais avec un âme de bourgeoisie. Là. Un peu comme Maserati. Ouais, exactement. Puis Maserati, dans le fond, je regardais il y a pas longtemps des Gran Turismo, les quadros portés, 4 portes. C'est quand même assez abordable, entre guillemets, usagé. Là, je dis abordable, mais quand même abordable. Mais c'est très, très, très cher d'entretien, puis c'est pas tant fiable. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça n'a pas la réputation d'être fiable. Non, c'est pas une super réputation d'être fiable, mais c'est un peu dans le même type, t'as raison. J'adore l'aspect que ça soit comme... Tu sais, mettons, on regarde Ferrari, on regarde Lamborghini, on regarde Porsche. Bon, Porsche, on peut l'exclure un peu, là, mais peut-être Lamborghini puis Ferrari, c'est vraiment des super cars. Puis c'est vraiment fait pour, tu sais, t'as quasiment toujours juste 2 places. C'est fait pour faire la vitesse. Ça aussi, mais je trouve qu'il y a un aspect un petit peu plus bourgeois, un petit peu plus classe, un petit peu plus de luxe que juste l'aspect sport qui est mis dans l'Aston Martin. Je trouve que ça se dégage dans les lignes de la DBS. L'intérieur, bon, on la voit pas, c'est pas super important, mais l'intérieur aussi, tout le détail qu'il y a dans ce véhicule-là. Moi, c'est un de mes véhicules de rêve. Ça a été produit, la DBS en tant que telle, pas la Super Leggera 2021, mais la DBS a été produite de 2007 à 2012. 520 chevaux, quand même pas négligeable. Un V12 Twin Turbo. Okay. Donc, un son hallucinant. 0-100 en 4.3 secondes. Et dans le fond, il y a la première fois, pas la première fois, mais moi, la première fois que je l'ai vu, c'était les prototypes qu'il y avait, comme je disais au début, les prototypes qui ont été montrés dans le film de Casino Royale de James Bond. Parce qu'ils l'ont tourné avec des prototypes. Exactement. Ils l'ont tourné avant même qu'elle soit sortie. C'était un sacré coup de pub quand même. Exact. Mais c'est vrai, j'approuve ce choix-là. Là, moi aussi, je l'aime beaucoup. Elle a vraiment un style... Il n'y a pas un style qui sort complètement, tu sais... complètement différente des autres, mais juste comme tellement bien dessinée, tellement bien réussite. Que... Puis tous les modèles. Tu sais, comme là, on parle de la modèle rouge, mais mettons juste un DB8, même la Aston Martin Vanquish, c'est tout...
y a un aspect, là, on dirait que c'est... Je sais pas comment on dit ça, là, ça a l'air stupide un peu, là, mais tu sais, comme dans des gros châteaux, là, quand t'as un valet en avant de chez vous, quelqu'un qui s'occupe de toi, un butler qu'on appelle, là, je pense. Ouais, Je sais pas si c'est ça, là, non, ou ben, je sais pas si le pas. régisseur, c'est ça. Hein? Bon, mais je trouve que ça ressemble à ça. T'sais, c'est comme si quelqu'un vient porter ton petit véhicule avec son petit nœud papillon, puis t'as un Aston Martin. Moi, ça me fait penser à ça, puis j'adore vraiment cette marque-là. Puis ce que le brand veut représenter aussi, tu sais. C'est sport et luxueux, mais c'est la haute voltige au niveau du design, je trouve. Ouais, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'elle aurait facilement pu se retrouver aussi dans mon top. Parfait. C'est vrai? Ils font leur entrée en F1? C'est vrai? Ben, on va en parler dans un futur podcast parce qu'on vous donne une primeur, dans le fond. Un des prochains podcasts qu'on va tourner sera sur la saison et la Formule 1. En fait, la saison probablement de cette année et la Formule 1 en général avec Alexis et Félix parce que moi, personnellement, je connais rien sur la Formule 1. Ouais. Dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est que Aston Martin fait son entrée en F1 cette année. Donc, on l'a pas entendu, mais non, il n'y a pas de micro. Ouais. On est désolé pour ça, Félix. Oui, donc avec Lance Stroll, là, qui est un pilote québécois. Oui, je le connais très bien. On va en parler plus tard. Là, c'est à moi, là? Oui. Ou t'as... Non, ok. Oui, c'est à toi. Mon quatrième choix, qui est là, un choix que, je veux dire, pour être réaliste, je pourrais probablement jamais avoir. La Koenigsegg Agera ARS. Donc, j'ai toujours eu quelque chose pour Koenigsegg parce que je me sentais cool de connaître cette marque-là, que, tu sais, je veux dire, au primaire, personne ne connaissait ça, mais moi, je connaissais Koenigsegg, fait que j'étais fier. Ben, même si tu connais ça, je veux dire, même ceux qui connaissent ça, il y a un autre stade aussi, il faut savoir le prononcer. Ouais. Moi, je suis pas rendu là. Continue. Moi, c'est vraiment la CCX qui m'a attiré en premier, là, qui était comme dans genre 2006 ou quelque chose comme ça. Elle a débuté, puis ça m'a vraiment attiré. Les Koenigsegg sont toujours ressemblés, donc pourquoi pas prendre la plus récente. La Agera ARS, de 2015 à 2018, seulement 25 exemplaires, là, donc je veux dire, faut être réaliste. Là, les chances que j'aie une CCX sont assez minces. En 2017, elle a fait le record de 0,400 à 0. Donc oui, c'est vrai, je l'avais vu ça en plus. En 33,29 secondes. Ce qui n'a aucun sens. Il y a des chars que ça prend autant de temps à se rendre à 100. Ben lui, il fait 0,400 en 33 secondes. Wow. Ben Loulou en a une, Olivier Ben Loulou. Là. Oui. Il en a une blanche, si je me souviens bien. Je sais pas la couleur, mais ça, je m'en ai dit. Il y en a une qui est au Québec. Là. Ouais. Je l'ai déjà vu aussi dans les rues là, pour le Grand Prix. Il l'avait exposé. Donc ça, on l'a vu, moi je l'ai vu avec Félix l'hiver passé au Salon de l'Auto de Montréal, dans la boîte noire. Il y avait une exposition spéciale. Je pense qu'il y avait 2 véhicules de Olivier Ben Loulou de sa collection personnelle. Il y avait une Sina, puis une Koenigsegg. Ouais. Oh, je l'ai prononcé comme il faut. Pas mal. Un respectable 1100 HP. Puis là, c'est sûr que les prix varient parce que c'est des voitures complètement customisables, donc dépendant comment tu le fais, mais environ 2,5 millions US. Ce qui est pas abordable du tout. Ouais, on peut dire ça comme ça. OK. Moi, j'y vais avec la prochaine qui est quand même vraiment plus abordable, mais qui est vraiment mon char de rêve depuis que je suis tout petit. Puis en plus, Félix a choisi exactement la bonne couleur. Pour avoir été un gars qui adore la course, puis qui en a fait quand même plusieurs années là, de lapping et de plaisir en piste. Même qu'avant d'embarquer sur la Porsche GT3 RS, qui est un classique, c'est quand même... avant d'embarquer. En fait, c'est exactement la voiture de rêve que j'aimerais piloter en piste. Mais que j'ai jamais eu la chance de piloter une GT3 RS en piste. Mais c'est quand même réalisable. Oui, t'as des chances que ce soit réalisable. Oui, c'est très réalisable. Là. C'est probablement que si je décidais de y aller de l'avant puis de trouver quelqu'un pour en conduire une sur la piste, parce que j'ai déjà embarqué dans une, j'ai déjà conduit une, mais sur la voie publique. C'est zéro pareil comme sur une piste. Une Porsche, c'est vraiment... le cœur d'une Porsche est fait pour aller sur la piste. Il n'y a rien qui bat la tenue de route, le freinage, tout ce qui est aspect course, sport. Porsche est pratiquement imbattable. En tout cas, dans mon livre à moi, il n'y a rien qui se conduit mieux sur une piste qu'une vraie grosse Porsche. Puis là, la GT3 RS, c'est vraiment le summum du summum pour la piste. C'est entre 100 000 et 230 000. Donc, il y a une bonne différence selon les options qui est pris. Dans le fond, c'est un H6, naturellement, un 6 cylindres de 4 litres qui développe 520 chevaux. Mais tout est balancé à une perfection. Là. C'est vraiment parfaitement balancé. Puis, il y a plusieurs autres modèles de la Porsche comme ceux-là qui sont intéressants, dont en fait toutes les 911. Là. Parce qu'on parle de Carrera, la Carrera T, GT3, GT2, RS, mais ça reste que la GT3 RS, c'est vraiment le modèle par excellence. Il est en 2e place, mais en fait, c'est en première place au niveau de la conduite.
Si j'avais un choix à faire dans tous les véhicules que tu as mentionnés, tous les véhicules que j'ai mentionnés, si j'avais un tour de piste à faire avant de mourir, je prendrais une GT3 RS pour faire un tour de piste sur le Nürburgring. OK. Oui, vraiment belle voiture aussi. Je vois qu'elle a une cage là, sur cette photo-là. Ils viennent tous avec des cages. C'est-tu comme la version street de Pop Street? Je sais pas s'ils viennent exactement avec ces cages-là, là, mais probablement parce que la GT3 RS, c'est vraiment comme un véhicule de piste, c'est vraiment un véhicule mais de plaqué. Piste, là. Ouais, ouais, OK. Parce que tu sais, avec l'aileron qui est quasiment aussi haute que la voiture, là, je sais pas si c'est l'angle, mais les roues ont de l'air immenses. Oui, c'est une voiture de piste. OK. C'est une voiture de piste. OK. OK. Donc, moi, ma dernière qui OK, fait... ouais, là, t'as minute le roulement de tambour, là, parce que c'est la... Roulement de tambour, Alexis? Alexis. Félix, excuse. mais c'est pas nécessairement celle que je préfère le plus. Moi, il n'y avait pas d'ordre précis. OK. Mais elle fait vraiment pas l'unanimité. Je veux dire, ma blonde me juge beaucoup. Ouais, je te juge aussi. Bon, tout le monde me juge. Félix a vraiment pas eu une réaction favorable quand je lui ai mentionné. T'as peut-être pas pris la meilleure, là, franchement. Là, non, c'est pas toutes pareilles. C'est la Lexus IS 350. Moi, j'adore ces voitures-là. Je les trouve vraiment belles. Là. Celle-là, ouais. T'as pas choisi la meilleure. Je te le dis comme ça. Donc, le modèle de 2014 à 2020, parce qu'il a été redessiné pour 2021. C'est juste, je les trouve super belles. Là. Je sais pas si tu peux en trouver un autre. Essaie d'en trouver un autre au moins que les gens. Ben, Marc, les Lexus IS 350, mais je suis d'accord avec toi, là, c'est pas représentant IS. Ouais, donc, pas ES. Donc ça, les Lexus IS, c'est la 250 et la 350 sont quasiment pareilles, c'est juste qu'ils sont plus puissantes. Fait que tant qu'à y être, je vais prendre la plus puissante. Non, mais c'est un beau classique. C'est vrai que c'est joli. Je l'aurais pas mis dans mon top parce que Lexus, bon, je porte pas tant dans mon cœur. Mais comme on le voit ici, là, la IS 350 est magnifique. C'est un beau véhicule. C'est juste qu'on dirait que je trouve que l'intérieur, ça fait un peu plus vieux jeu. OK. Mais c'est mon expérience personnelle. Là. Moi, j'ai jamais été à l'intérieur. Ah, donc OK. On avait un collègue ici qui en avait une IS 350, puis j'avais comme été un peu déçu de l'intérieur. Pas déçu du véhicule. Conduite impeccable, super beau véhicule, super fiable. On s'entend que c'est une Toyota. Là. Ouais. Mais l'intérieur, j'avais été un peu déçu. OK, là, moi, je m'en vais complètement ailleurs. Je m'en vais dans un véhicule qui a 349 exemplaires qui ont été produits. Et on parle de la Ferrari F50. Okay. Qui est mon classique de tous les temps. Depuis que je suis jeune. Je pense qu'à 8 ans, j'avais un poster de la F50 dans ma chambre, chez mes parents. J'étais pas parti chez mes parents à 6 ans, là, 8 ans, naturellement. 349 exemplaires de produits entre 95 et 97. C'est un V12 pur et dur de Ferrari de 4,7 litres. Vitesse maximale de 320 km/h. Dans ces années-là, 0-100 en 3,8, ce qui est très respectable. Bon, consommation moyenne, on s'en fout un peu. Là, on parle du 22 litres au 100. C'est environ 400 000 / US, même jusqu'en euros présentement, la valeur de ce véhicule-là. Puis, en 95, quand c'était présenté, c'était pour fêter un peu les 50 ans de Ferrari, mais en fait, c'était les 48 ans de Ferrari, fait que c'était un peu weird, mais ils l'ont quand même fait. C'est juste qu'ils voulaient la sortir. Exactement. Puis ça a été réalisé en matériaux de composite de fibre de carbone et Kevlar, puis la coque, elle pèse juste 102 kg. Okay. C'est vraiment comme... Pour moi, c'est la machine pure et dure de Ferrari. J'adore les autres types de Ferrari, mais celle-ci, je la trouve magnifique. Okay. Là, je connais pas mes années, mais j'imagine qu'elle est sortie après la 40. La F40, c'était pour les 40 ans de Ferrari? Ah, ça, j'ai pas l'information. Les 38 ans. Elle est sortie, mais un autre fun fact, avant que tu peux mettre le site web, Félix, le moteur qui est utilisé dans la F50, c'est dérivé d'un bloc utilisé pour les monoplaces de la Formule 1 des années 90, la 641 dans le temps. Fait que c'est vraiment là, comme une bête pure et dure. OK. Fait que là, si vous n'avez pas une de ces bêtes-là qu'on a parlé aujourd'hui, mis à part la IS 350, qu'on a des roues facilement trouvables sur artexos.com, simplement faire votre recherche, année, marque, modèle, visitez artexos.com, vous allez trouver toutes les roues pour votre véhicule. Merci, Alexis. Merci à toi.